Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver en ce lundi pour un rapide débrief de notre week-end de foot, le tirage au sort des Coupes d'Europe, Liverpool qui règne dans le Nord, un Barça scintillant et Monaco déprimant, c'est le programme d'aujourd'hui dans l'œil de Willou. Et on commence avec la grosse nouvelle de ce lundi, le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a rendu son verdict en début d'après-midi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est servi. Le PSG affrontera Manchester United, quand Lyon fera face à l'ogre barcelonais. Les autres affiches ne sont pas moins spectaculaires. Dortmund-Tottenham, Liverpool-Bayern, Ajax-Real, Schalke-Manchester City, Roma-Porto et Atlético-Juve, le gratin européen est prêt à en découdre. Et puis on connaît également la composition des 16e de finale de l'Europa League, avec quelques très jolis match-ups. Rennes affrontera le Real Betis quand le Celtic tentera de se défaire de Valence, Lazio Séville, Shakhtar Francfort, Bruges Salzbourg, Fenerbahçe Zénith, Galatasaray Benfica, de quoi embellir un jeudi soir. Les favoris de la compétition s'en sortent en revanche particulièrement bien, l'Inter face au Rapid Vienne, Naples contre Zurich, Chelsea à Malmö ou Arsenal face aux Bulgares du Bate Borisov. Bon, je vais consacrer une vidéo particulière à la Champions League très vite, donc on passe rapidement dessus, mais en quelques mots on peut dire que c'est un tirage qui est pas loin d'être idéal pour Paris. Je trouve que c'est le bon mix entre une équipe qui est en dedans, dont les prestations sont objectivement assez faibles, en tout cas en ce moment, mais qui reste un club prestigieux et un peu brillant. C'est le genre de 8ème qui peut très bien lancer ta campagne européenne, en tout cas on le souhaite. Pour Lyon en revanche, honnêtement, ça sent déjà la fin, face à un ogre absolu qui retrouve du poil de la bête en ce moment en plus, mais ce serait une belle fin. Voilà, il vaut mieux sortir en 8ème de Champions League contre le Barça qu'en 8ème d'Europa League contre le CSKA Moscou. Par rapport à l'année dernière, il y a indéniablement une forme de progrès. Et alors oui, l'OL a quelques énormes talents, sait se transcender contre les gros, etc. On connaît bien cette rengaine, mais un match à élimination directe, c'est différent. Sans Fekir à l'aller, c'est différent. Et puis, comme je disais à des potes, j'ai l'impression que le match retour au Camp Nou, c'est un peu le big boss infranchissable du monde du football. Voilà, personnellement, je donne entre 10 et 15% de chance aux Lyonnais, faudra les saisir. Pour Rennes en revanche, on peut y croire. Personnellement, j'adore le Betis, auquel j'avais consacré une vidéo de présentation en début de saison, capable du meilleur comme du pire, avec une identité de jeu très forte et qui laisse beaucoup d'espace, avec un superbe écrin et un public qui pousse énormément, un vrai beau petit club qui est aussi loin d'être imbattable. Rennes sera évidemment pas favori, mais peut le faire. En Angleterre, le choc du week-end était évidemment ce Northwest Derby entre Reds et Red Devils, et en ouvrant le score d'un superbe but, Liverpool pensait avoir fait le plus dur, mais une erreur d'Alisson a remis United dans le coup. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure, et un doublé de frappe déviée de Xherdan Shaqiri, Anfield rugit, car ses protégés sont premiers. Manchester City reste malgré tout au contact, à la faveur d'un succès tranquille contre Everton, et grâce aux 2 premiers buts d'un 9 en doute, Gabriel Jesus. Victoire aussi pour Chelsea à Brighton, marquée par la prestation lumineuse d'Eden Hazard, 2-1. Et si Tottenham s'impose sur le fil face à Burnley, 1-0, Arsenal concède son premier revers depuis 4 mois et met fin à sa série d'invincibilité de 22 matchs contre Southampton, 3-2. Au classement, ces points lâchés pèsent lourd pour des Gunners qui pointent désormais à 3 longueurs du top 4. Liverpool et City poursuivent leur cadence infernale. Mention également pour les Wolves, les promus qu'on attendait toniques et qui ne déçoivent pas. Alors pas mal de choses à dire sur cette journée. Déjà un gros match de Liverpool qui a confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux, mais aussi tout le mal qu'on pensait d'United, qui a pas pu faire grand chose d'autre que de défendre très bas et contenir péniblement les assauts. Mais à ce jeu, voilà, il faut de la réussite et il faut un gardien en grande forme. 2 frappes contrées, déviées malencontreusement et 2 hésitations de De Gea plus tard. Le résultat est là. L'autre point saillant de cette rencontre maintenant, c'est la titularisation et la très belle perf de Fabinho qui fait sans aucun doute possible son meilleur match de la saison. Comme avec Andy Robertson et même Oxlade-Chamberlain à l'époque, Klopp a vraiment pris son temps pour l'intégrer. Et j'imagine que c'est dû à sa philosophie, à son système qui demande une certaine forme d'adaptation et une débauche d'énergie, une intensité phénoménale, surtout quand tu découvres en même temps la Première Ligue. Mais la réalité, c'est que Fabinho doit à terme remplacer Henderson, parce que son potentiel est beaucoup plus élevé et sa palette est surtout beaucoup plus vaste. Capable de verrouiller et de ratisser, mais aussi de distribuer avec beaucoup de verticalité. Et sa passe oblique pour l'ouverture du score est superbe, dans le bon timing et précise. Liverpool a vraiment un milieu de terrain fourni qui peut lui permettre de tenir tête à City cette saison le plus longtemps possible, on l'espère. Ensuite, l'autre choix d'homme novateur, c'était du côté de Chelsea,
on sait que Sarri n'est pas ultra enthousiasmé par ses options au poste de 9 et il y a donc reconduit Hazard pour la deuxième fois consécutive après leur victoire contre City le week-end dernier. Ça a super bien fonctionné. Parce que si Hazard lui-même avait avoué ne pas être ultra fan de ce positionnement, il a été vraiment étincelant contre Brighton. Et sur 2 phases bien distinctes en plus, en faisant sauter un bloc bas sur le premier but, en enchaînant quelques dribbles axiaux, plus une passe ultra décisive, vraiment merveilleuse pour Pedro, et puis en prenant de vitesse la défense avec une course dans son dos pour conclure en 1 contre 1 sur le second but. À bien des égards, on peut douter du fait que ce poste est pour lui, mais à une époque où ce qu'on demande aux avant-centres est quand même de plus en plus varié et complexe, ça peut être un développement tactique intéressant à suivre côté de Chelsea, en attendant sans doute une vraie recrue à ce poste. On sait que Sarri voulait Higuaín par exemple cet été, c'est cela dit aussi une preuve de plus qu'il n'a pas peur de sortir les joueurs de leur zone de confort. Voilà, il n'hésite pas à faire des choix forts et innovants, comme le repositionnement de Kanté, et rien que pour ça, Chelsea reste à mes yeux une des équipes les plus intéressantes à suivre cette saison. Enfin, la dernière rencontre clé de cette journée de Premier League, c'est évidemment la défaite d'Arsenal. Alors il y a quelques semaines, Southampton est allé chercher Ralph Hasenhüttl, qui était le coach de Leipzig jusqu'à cet été, et qui est un des techniciens vraiment les plus excitants, et une sacrée surprise pour les supporters des Saints. Ça commence très fort pour lui. Au niveau tactique, on voit qu'il a tout de suite mis en place sa patte, et qui rappelle d'ailleurs celle d'un autre ex-entraîneur de Southampton, et c'est un pressing intense, qui s'est un peu essoufflé en seconde période, mais quand il a fonctionné, qui a considérablement gêné le jeu de possession d'Arsenal, avec ensuite, à la récupération du ballon, une rapide projection vers l'avant à base de verticalité, à l'image du 3e but. C'est aussi un résultat qui a souligné une évidence, la faiblesse de la charnière des Gunners. Alors, ni Mustafi ni Socrates étaient dans le groupe, et Laurent Koscielny était de retour de blessure, mais il s'est traîné et il était très mal entouré à sa droite, Lichtsteiner à sa gauche, Xhaka, voilà, ça s'est avéré désastreux, et les 3 buts encaissés, les 3 sur centre, le prouvent bien. On sait donc que pour toutes les promesses montrées par Arsenal, qui était quand même vaincu depuis 4 mois, on sait donc que pour toutes ces promesses, Emery s'est embarqué dans un projet moyen, long terme, et il va falloir plusieurs mercatos pour reconstruire une base sereine, il va falloir plusieurs mercatos pour faire vraiment peur. En Ligue 1 maintenant, le report de plusieurs matchs nous a encore offert une journée tronquée, mais Reims s'est imposé contre Strasbourg 2-1, tandis que le LOSC a résisté au retour de Nîmes 3-2. L'AS Saint-Etienne concède le partage des points contre Nice suite au pénalty accordé en fin de match et qui a fait débat. L'OL enfin valide sa qualif de milieu de semaine en étriant un Monaco perdu 3-0. Alors personnellement sur tous ces matchs, j'ai vu que celui de dimanche soir, donc j'ai pas d'opinion très tranchée, mais concernant la faute sur Saint-Maximin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que intuitivement, pour moi, il y a plutôt penalty, c'est de la maladresse, mais quand tu fais contact par derrière et que tu ne touches pas le ballon, je pense que c'est dur de pas siffler. Après honnêtement, j'ai pas bien suivi le débat, donc je peux me tromper clairement. Et puis pour lui ensuite, c'est une belle victoire qui est pleine de rareté. C'est la première fois que l'OL marque un but dans le premier quart d'heure d'une rencontre en Ligue 1 cette saison. C'est seulement la 2e fois qu'il remporte un match par 3 buts d'écart, et là toute compétition confondue. Et puis ensuite un but d'Aouar du gauche, un but de Fekir du droit, et Ferland Mendy qui est assez bon des 2 pieds qui marque de la tête. Voilà, c'était un beau symbole de polyvalence, on va dire. Après, tout discours sur la renaissance ou la bonne série de Lyon doit être quand même sévèrement tempéré par le fait que j'ai rarement vu un adversaire aussi faible en face. Et comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, je trouve que la question de ce Monaco est vraiment intéressante parce que au-delà des problématiques qu'on connaît, les blessés, les absents, les schémas, il y a une attitude qui est totalement incohérente avec les exigences du foot pro et surtout d'un club d'élite. Et ça concerne tout le monde. Bon, évidemment, les joueurs qui doivent montrer plus de cœur, plus d'envie, Henry qui a visiblement pas trouvé les bons ressorts tactiques, mais surtout psychologiques, le staff médical, parce que tu peux pas avoir 14, 15, 16 ou 17 blessés constamment, et puis la direction qui paye un peu les limites de sa stratégie, avec un effectif honnêtement pas calibré pour aller chercher l'Europe. C'est un 0 sur toute la ligne, et il va falloir se mettre sérieusement au travail, parce qu'on a un match de la peur contre Guingamp, le week-end pro qui s'annonce déjà décisif. On passe en Liga, avec un carton plein chez les gros, l'Atlético Madrid, qui s'est sorti d'un traquenard, mais sans controverse, à Valladolid 3-2. Le Real a assuré l'essentiel face à ses voisins du Rayo 1-0. Et puis le leader éblouissant, c'est bien le Barça, large vainqueur de Levante 5-0. Une manita marquée par un Messi au sommet de son art, triple buteur et double passeur décisif. Alors juste un mot rapide pour parler de ce Barça, futur adversaire de Lyon, et surtout de Messi. Cette saison, et dans les 5 championnats majeurs, il est le joueur qui a marqué le plus de buts, délivré le plus de passes décisives, le plus de passes clés, inscrit le plus de coups francs et réussi le plus de dribbles.
En cumulant Liga et Champions League, donc 18 matchs joués cette saison, il en est à 20 buts et 11 passes décisives. C'est juste stratosphérique, ça méritait forcément qu'on s'y attarde un petit moment. À noter aussi le retour en forme, le retour en grâce de Luis Suarez. Quand ces deux-là sont au top niveau, le Barça est pas loin d'être injouable. Et puis pour finir, pas de surprise, en Serie A, où la Juve l'a emporté au Torino 1-0 grâce à un but en fin de match sur penalty. Scénario identique pour l'Inter contre Udinese, même score également pour Naples à Cagliari, un coup franc de Milik qui rappelle ceux de son compatriote Lewandowski pour arracher les 3 points dans le temps additionnel. La Roma a souffert, mais vient à bout du Genoa 3-2. En Bundesliga, Dortmund accroît son avance sur Gladbach, tenu en échec par Hoffenheim 0-0, en s'offrant le Werder Bremen 2-1 grâce à 2 buts signés Alcacer et Reus. Enfin, l'Ajax a vaporisé la lanterne rouge de l'Eredivisie 8-0, mais le PSV l'a également emporté. Même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés pour les monstres hollandais, mais 2 points de plus pour Eindhoven qui maintient une cadence folle. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou. Alors si vous a plu et que vous voulez m'aider et aider un petit peu la chaîne en rendant cette vidéo plus visible, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu pour améliorer son référencement. Et puis petite question enfin, quel est le 8ème de finale de Ligue des Champions que vous trouvez le plus séduisant en dehors de ceux des clubs français on va dire. Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, bisous.